Bonjour, on va voir aujourd'hui les bases de MS Project. Alors pour ça, la première chose à faire, c'est de démarrer MS Project. Donc je lance MS Project. Ici, je vais choisir un nouveau projet. Voilà, j'ai donc ici un nouveau projet. Et l'application MS Project se présente de la manière suivante, c'est-à-dire que ici, j'ai un ensemble d'onglets qui me permettent d'accéder à différents menus que l'on va utiliser, principalement la partie tâches. Donc dans chacun de ces onglets, il y a différents outils avec lesquels je vais pouvoir travailler. Ensuite, ici, il y a ce que l'on appelle la chronologie, qui est une partie dans laquelle on va pouvoir marquer des dates ou des éléments importants que l'on cherchera à montrer par la suite. En dessous de ça, il y a toujours une partie qui ici est sous la forme d'un tableur et ici une partie qui va être graphique. Avant de procéder et avant d'aller plus loin, je vais revenir dans le mode dit Backstage et on va aller voir ici dans les options quelles sont les options qu'il faut définir avant d'aller plus loin. La raison de cela, c'est qu'il y a certaines options qui sont extrêmement importantes parce que ce sera très difficile de revenir en arrière ultérieurement. À savoir ici le nombre d'heures travaillées par jour. Alors, il y a certaines régions dans lesquelles on travaille 7 heures par jour, il y en a d'autres où on travaille 8 heures. De la même manière, le nombre d'heures travaillées par semaine, ça peut être 35 heures, ça peut être 40 heures, il y a des entreprises où c'est 41 heures, 42 heures, 45 heures. Il y a même des endroits où le nombre d'heures travaillées par jour sont de 9 heures. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes à configurer dès le départ de votre projet. Alors, je vais le positionner sur 8 heures et 40 heures. Donc ça, c'est une chose qui est établie maintenant ici. Peut-être un deuxième point sur lequel je vais vouloir peut-être travailler, c'est au niveau de l'affichage. Donc ici, vous pouvez travailler avec des francs suisses ou vous pouvez décider de travailler par exemple avec des euros ou une autre monnaie. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est les points qui sont importants qu'il faut faire avant de démarrer votre projet, car de cette manière-là, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Maintenant que nous sommes de retour dans la partie project, nous allons saisir un certain nombre de tâches. Une bonne habitude, c'est de prendre comme première tâche le nom du projet. Alors moi je l'intitule simplement mon projet, donc ce sera ma première tâche. Et puis ensuite, lorsqu'on démarre un projet, il y a toujours une période dite d'initiation dans laquelle en fait, on rassemble les informations sur le projet, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire. Également, c'est là où on peut par exemple préparer une charte ou une définition du projet et on va obtenir de l'information concernant des coûts, le budget, tous ces éléments qui sont nécessaires au démarrage d'un projet. Une fois qu'on s'est dit bien le projet va démarrer, on va faire la partie qui s'appelle la planification. Donc j'introduis une tâche de planification. Une fois que la planification est faite, bien je vais rentrer dans une période où j'exécute mon projet. Donc je vais appeler ça de l'exécution. Dans la partie exécution, je peux dire que j'ai une première phase de définition. Une fois que j'ai défini, j'ai peut-être du design ou de la conception. Ensuite, je vais peut-être avoir une étape d'intégration. Et puis ensuite, une étape de test. Une fois que ça c'est fait, peut-être que mon produit ou mon service sont prêts. Donc je vais les mettre à disposition. Donc je vais appeler ça une étape de release. Release du produit que j'intitule release produit. Donc à partir de là, donc on a initié un projet, on l'a planifié, on est entré dans une étape d'exécution qui contient
une définition, le design du produit, de l'intégration, du test, et puis finalement une phase de mise à disposition. Une fois que tout ça c'est fait, je suis à la fin de ce petit projet, donc je vais avoir une étape dite de clôture. Donc je vais clôturer le projet. Donc voilà, ce sont les tâches que je vais mettre à disposition dans mon projet. Maintenant, pour avoir une représentation un petit peu plus structurée de cette approche-là, je vais me dire que mon projet y contient tout ce qui va de la partie initiation jusqu'à la partie clôture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais indenter tous ces éléments. Pour cela, je viens ici sur la flèche, j'ai sélectionné de initiation à clôture et maintenant j'indente le tout. Donc on voit que l'ensemble s'est décalé d'un cran. Mon projet est mis en évidence, ce qui nous permet de dire que mon projet est constitué de initiation, planification, exécution, etc. jusqu'à clôture. Ceci étant dit, on a aussi au préalable mentionné que exécution serait composée de définition, design, intégration, test et la mise à disposition du produit. Donc je vais refaire ce que je viens de faire, c'est-à-dire que je vais sélectionner tout ce qui va dépendre de exécution ici, et à son tour, je vais l'indenter. De cette manière-là, on voit que nous avons tout un ensemble structuré, mon projet qui est composé de initiation, planification, exécution et clôture. Exécution lui-même est composé de définition, design, intégration, test, mise à disposition, release du produit. Maintenant que nous avons établi les tâches, ce que nous allons voir, c'est nous allons leur attribuer des durées à ces tâches. Alors, la phase d'initiation, je vais dire que ça va durer une semaine. Je positionne une semaine. Planification, je vais dire que ce sont 2 semaines. Ensuite, la définition, je vais dire à son tour une semaine. Design, on voit que je peux peut-être utiliser une autre méthode pour lui attribuer une durée. Je vais donner à l'intégration 4 semaines. Au test, je vais lui donner 3 semaines. Et à la mise à disposition du produit, c'est un petit peu plus particulier. On veut simplement marquer une date, donc je vais dire que c'est 0 jour. Et la clôture, elle aussi, se passera en 0 jour. Voilà, une fois que j'ai fait cette partie, on voit ici les durées qui ont été exprimées. Bien que nos tâches soient séquentielles, c'est-à-dire les unes après les autres, on voit que tout l'ensemble des tâches a été mis ici côte à côte. Alors, pour pouvoir avancer de manière un petit peu plus rapide, je vais dire que l'ensemble de ces tâches, à commencer par l'initiation jusqu'à la clôture, tout l'ensemble est séquentiel. Donc pour cela, je vais lier les tâches sélectionnées les unes après les autres. Voilà, donc on a un lien ici qui s'est établi. Alors on n'arrive pas à voir l'ensemble des tâches. Pour cela, je vais réduire de manière à pouvoir faire un zoom arrière. Donc vous voyez ici, très facilement, je peux procéder au zoom arrière. Maintenant, on peut constater ici que toutes ces tâches auraient dû être séquentielles, mais qu'à partir de exécution, eh bien, on repart à 0. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va devoir s'intéresser ici au mode des tâches. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand je vais dans le mode des tâches, on voit qu'il y a 2 choses qui peuvent être faites. Soit une tâche est planifiée manuellement, ou alors elle est planifiée automatiquement. Lorsque on a l'épingle ici, ça veut simplement dire que la tâche est planifiée manuellement. Qu'est-ce que ça veut dire, une tâche planifiée manuellement? Ça veut dire que la date de départ de la tâche, à partir de laquelle on va exécuter la tâche, est fixée par le champ que l'on trouve ici dans la valeur début. Dans notre cas, ce n'est pas ce qu'on a voulu faire, donc on aimerait que le programme lui-même planifie automatiquement les tâches. Donc plutôt que de donner un mode de tâche manuel, je passe ceci en mode automatique.
Au fur et à mesure que j'ai passé ici en mode automatique, vous voyez que la couleur a changé d'un bleu clair à un bleu plus foncé. On retrouve ce bleu clair sur les tâches qui sont encore actuellement définies comme des tâches manuelles. Donc je vais continuer, je vais venir ici en bas et dire aussi que ça c'est planifié automatiquement. Celle-ci aussi est planifiée automatiquement. Vous commencez à voir qu'il va y avoir des déplacements au niveau du planning qui s'effectuent. Toutes ces tâches maintenant vont commencer à s'aligner les unes après les autres de manière à former la séquence que j'attendais. Voilà, notre projet est planifié ici. Donc on voit là qu'il a une date de démarrage qui est le 30 mars 2015. Donc nous, on pourrait peut-être souhaiter que notre projet démarre à une autre date. Pour cela, on va se rendre dans l'onglet Projet et vous voyez que ici, il y a un bouton qui permet de déplacer le projet. Donc je vais déplacer le projet. Pour cela, il vous propose une nouvelle date de début de projet. Donc je vais aller ici et puis je vais dire, ben voilà, moi je veux que mon projet démarre au 1er janvier 2016. Donc on va peut-être pas mettre le 1er janvier qui est un vendredi, mais allons-y pour le 4. D'accord ? Alors on va voir ce qui va se passer. Alors on voit ici que l'ensemble du projet a été déplacé en un seul bloc au 4 janvier 2016. Donc on retrouve exactement la même structure du projet. On voit que toutes les dates ont été adaptées. Par contre, les durées ont été conservées, les tâches sont conservées. Donc ça, c'est important, cette manipulation. Ça permet par exemple, à partir d'un modèle de projet, de le repositionner, de le réutiliser pour un nouveau projet. Bien, une fois que ça c'est fait, il nous faut faire une autre étape. L'étape suivante consiste à dire que maintenant, j'aimerais attribuer des ressources à ce projet. Alors pour faire cela, j'ai besoin de passer dans un autre diagramme. On va utiliser le tableau des ressources. Alors, les ressources, comment est-ce que ça se passe? Alors, on va donner un nom à la ressource. On va voir qu'il peut y avoir différents types de ressources, mais je n'entrerai pas dans le détail ici. Donc, la première ressource que je vais utiliser, je vais l'appeler Engineer 1. Une seconde ressource que je vais appeler Engineer 2. On voit que MS Project nous attribue ceci comme étant des ressources de type travail. On voit qu'il existe d'autres types de ressources, mais dans la formation de base, je ne vais pas entrer dans ce détail-là. Je vais avoir besoin un instant plus tard de ce que j'appelle un utilisateur de test, un test user. Voilà, donc 3 utilisateurs. Une chose importante à remarquer, c'est qu'on voit tout à fait ici un certain nombre d'informations. Tout d'abord, la capacité, ça veut dire est-ce que le collaborateur est à 100% ou moins attribué à ce projet. Ensuite ici, on a son taux horaire. On peut dire par exemple, ben, ça c'est un utilisateur qui coûte 100 € de l'heure. Ici, on aurait un taux horaire lorsque l'utilisateur fait des heures supplémentaires. Donc on pourrait tout à fait mettre un taux horaire de 125 €. Je peux maintenant revenir au diagramme de Gantt. Et on voit que ici, rien n'a été changé pour le moment. Donc on va agrandir ici et on voit que je vais pouvoir attribuer des ressources à mon projet. Donc dans la phase d'initiation, je vais dire que j'ai besoin d'ingénieur 1. Dans la phase de planification, j'ai peut-être besoin d'ingénieur 1 et ingénieur 2. Ensuite, dans la réalisation du travail, alors dans la phase de définition, c'est ingénieur 1. Dans la phase de design, c'est ingénieur 1 et ingénieur 2. La phase d'intégration, c'est ingénieur 2. Et puis l'étape de test ou la tâche de test, ça va principalement être ingénieur 2 et l'utilisateur de test. J'attribue pas de ressources au moment où on aura la mise à disposition du produit ainsi qu'à la clôture. Donc on voit de cette manière-là, si j'agrandis un peu,
on voit que ici nous avons les ressources attribuées à ce projet. Maintenant que nous avons fait l'attribution des ressources, on va retourner dans l'autre diagramme, le tableau des ressources. Et puis ici, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait attribuer un taux horaire. Donc on va le faire. Je vais attribuer un taux horaire de 100 € de l'heure. C'est une manière de simplifier un tout petit peu le tout en prenant un chiffre rond. Voilà, donc je le fais simplement sur les taux horaires standards. Les heures supplémentaires, on les traite dans un autre module. Et puis la capacité de chacune de ces personnes, elle est attribuée à 100% à ce projet. Donc maintenant, si je reviens ici sur le diagramme de Gantt, on va voir que pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui apparaît. Pour cela, pour pouvoir utiliser cette nouvelle information, je vais devoir ici ajouter une colonne et ici une colonne intitulée coût. Donc j'attribue cette colonne intitulée coût et on voit immédiatement l'effet. C'est-à-dire que MS Project, sur la base de la durée du travail, qui est ici, des caractéristiques de la ressource, à savoir 100 € de l'heure plus une attribution à 100% du projet, il a calculé le prix de chacune des tâches. Donc ça veut dire que, par exemple, ici, la tâche de définition va coûter 700 €. La tâche de design, vous voyez qu'elle va coûter 8000 €. Ici, on voit qu'il y a des tâches qui font le résumé de l'ensemble des autres, c'est-à-dire que exécution, son prix correspond à la totalité des tâches qui constituent exécution, soit 48 700 €. De la même manière, on voit ici que la première tâche, mon projet, a également un coût qui lui est associé, qui est de 68 700 €, ce qui veut dire que ça représente le prix total du projet. Donc on voit qu'avec MS Project, l'attribution des tâches, on peut facilement avoir ici et obtenir le prix d'un projet. Bien, maintenant on a planifié, on a les coûts, on a le séquencement des tâches. Il s'agit maintenant de pouvoir définir, ici dans la partie projet, ce que l'on va appeler la base, le planning de référence. Alors qu'est-ce que c'est un planning de référence? Ça nous permet de prendre une photo du projet tel qu'on se l'imagine à un moment donné. Donc, une fois que ça c'est fait, donc on va définir le planning de référence. On va dire ici, je vais un peu simplifier, on va dire OK, tout simplement. Voilà. Donc on a dit, ce déroulement qu'on souhaite avoir, celui-ci, c'est celui auquel, dans le futur, on va vouloir se comparer. Bien, une fois que ça c'est fait, nous pouvons maintenant admettre que le projet a démarré. Le projet a démarré, donc les tâches commencent à s'exécuter. Donc je me mets dans une situation dans laquelle je dis, ben voilà, ma semaine d'initiation, elle a eu lieu. Donc je vais signaler au programme en lui disant, ben oui, là j'ai fait mes tâches d'initiation, elles sont complètes à 100%. Donc je viens ici, je dis, ceci est accompli à 100%, et on voit ici une barre bleu foncé qui est venue s'incruster pour dire que la tâche est achevée à 100%. Je vais sélectionner la deuxième tâche de planification. Je vais admettre aussi qu'elle est accomplie, mais je vais procéder autrement pour lui dire ça. Je vais venir ici. Vous voyez qu'on a le pourcentage achevé que je vais indiquer comme étant de l'ordre de 100%. Donc, on a deux tâches ici qui sont accomplies, qui ont été réalisées dans leur totalité. Ici, je vois qu'il y a une erreur qui s'est introduite. Donc je vais corriger, on avait parlé d'une semaine de cette tâche-là. Alors ici, on va dire que on va aller regarder ce qui se passe si je dis que cette tâche-là n'est accomplie que à 50%. Alors pour faire cela, je vais procéder un peu autrement. Je vais me positionner en date du 30 janvier. Et je vais aller dire que cette tâche n'est effectuée que à 50%. Pour cela, je viens ici,
et je vais dire et utiliser ce qui s'appelle la date d'état. Alors, je vais aller sélectionner la date du 30 janvier, ici, prendre le 29. Je vais dire, voilà, ma date d'état, c'est au 29. Et à cette date d'état ici, cette tâche-là, je vais dire qu'elle est uniquement accomplie à 50%. Donc on voit ici, une partie de la tâche a été accomplie. On voit ici qu'on n'a pas le vu qui nous signale que la tâche est accomplie dans sa totalité. Je vais maintenant aller regarder un autre diagramme, qui est un diagramme intitulé du suivi Gantt, qui est celui qui nous permet de visualiser l'avancement. Voilà, donc je me projette dans le futur, donc on retrouve bien nos tâches. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Alors ici, il se passe la chose suivante, c'est-à-dire qu'en gris, ici, on avait le planning dit de référence. Donc on voit bien que les deux premières tâches, en bleu ici, c'est l'avancement qui a exactement suivi le planning tel qu'on l'avait indiqué. On voit bien que le bleu aboutit exactement au même moment que le gris. Donc ici pareil pour cette seconde tâche. Maintenant ici, on voit que pour cette troisième tâche, on a ici un gris en bas qui est beaucoup plus court que ce qui s'est passé sur la tâche. Donc en fait, on est ici dans le cadre d'un dépassement. On peut prolonger et regarder ce qui va se passer. Donc on retrouve ici toutes les tâches telles qu'elles avaient été dimensionnées au départ. Et ici en dessus, en rouge foncé, l'avancement réel. On voit qu'on n'a que le 50% de la tâche et on est déjà en dépassement. Cette tâche va se prolonger si on continue à avancer au même rythme. Et la conséquence, c'est que tout l'ensemble du projet se décale par rapport à la planification initiale. Donc on va avoir ici une mise à disposition du produit qui va se projeter dans l'avenir. Donc pour résumer, on a, grâce au planning de référence qui est en gris, une visualisation de ce que nous imaginions au départ du projet, et ici, avec l'avancement, ce qui s'est réellement passé. Arrivé à ce stade-là, je pense que vous pouvez vous-même prendre votre propre exercice, votre propre projet, et essayer de reporter tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et maintenant, vous êtes prêt à planifier un projet, donner le planning de référence et ensuite effectuer son suivi. Voilà, jusque-là, on a bien avancé. Donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.